Bonjour, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre au tribunal de l'actualité. Deuxième convocation de la semaine. Moi, Geoffroy Var, j'aurai donc à présider cette session de façon bien particulière, puisque celui qui est à ce fauteuil chaque jour, c'est bien Tomondi, le président Tomondi, à qui on souhaite prompt rétablissement et qu'on souhaite revoir ici très rapidement. Ceci dit, comme il est de coutume au tribunal de l'actualité, un sujet, et je m'en vais déjà vous le dérouler. Sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. C'était samedi 18 février 2023 à Addis Abeba. Le Mali, la Guinée et le Burkina Faso ont envoyé des délégations à Addis Abeba pour plaider la levée de leur suspension. Mais cette démarche a semblé en tout cas ne pas aboutir. Les pays membres de la CEDEAO ont décidé de maintenir les sanctions existantes contre les trois pays et d'imposer des interdictions de voyager aux membres du gouvernement et d'autres représentants du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. La nouvelle est tombée donc samedi en marge du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Mais la CEDEAO dit également avoir pris note des défis humanitaires et sécuritaires graves auxquels font face les trois pays, notamment le Burkina Faso et le Mali, régulièrement frappés par les violences terroristes. Et dans le communiqué, les pays membres de la CEDEAO ont par ailleurs demandé aux autorités guinéennes de mettre en place un dialogue national inclusif avec tous les acteurs politiques. Quelle lecture de ces sanctions? Que pèsent-elles? Quel regard sur ce qui ressort globalement de cette rencontre extraordinaire de la CEDEAO? Un invité sur ce plateau avec nous, un convoqué, je dirais, pour répondre à ces questions. Il s'agit de Bonané Rodrigue Paulet. Il est maître de recherche en philosophie de l'éducation à l'Institut des sciences des sociétés du Centre national de la recherche scientifique et technologique. Il a été conseiller des affaires étrangères, donc diplomate. Il est chargé de cours relatifs aux questions internationales, relations internationales, droit et pratiques diplomatiques et consulaires. Bonsoir, plutôt. Bonjour, monsieur Bonané. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir. Et comme il est de coutume dans ce tribunal de l'actualité, des juges pour accompagner le président et questionner donc l'invité. Nous sommes avec Bernard Bougma. Juge Bougma, bonjour. Oui, bonjour, président Vaha, bonjour, madame, monsieur. La première des rubriques, ce sont les avant-propos et c'est maintenant. Alors, juge Bougma, quel est votre avant-propos? Merci, président. Je ne sais pas si je dois vous appeler président par intérim, président en transition. Le président de mon président, donc par intérim. Toujours est-il aussi ça sent du JDS parce que vous l'avez dit bonsoir. N'est-ce pas? Okay. Alors, mon avant-propos, c'est la Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens ont pris le soin de donner un contenu ou donner des visages, pour ne pas dire des définitions claires aux utilisateurs d'Internet. Donc, sur les réseaux sociaux, ils ont défini le blogueur, l'influenceur et l'activiste. Donc, est appelé blogueur une personne ayant créé son blog, son journal ouvert à tous sur un site Internet. Un influenceur est une personne qui utilise les réseaux sociaux, les blogs, les vidéos ou autres moyens de communication sur le web pour diffuser ses opinions auprès des internautes et qui est capable d'influencer ces derniers en modifiant leur mode de consommation. Est considéré comme activiste une personne qui s'attache à une cause politique, économique, environnementale ou sociale et qui milite intensément pour la défendre à travers la publication sur les réseaux sociaux. En réalité, c'est d'ailleurs les vraies définitions. Mais ce qui est important, c'est que la précision, c'est pour la communication audiovisuelle, où ils disent la diffusion du contenu audiovisuel de tout site de blogueurs, d'activistes ou influenceurs disposant de 25 000 abonnés en ligne n'a pas le caractère de correspondance privée. Donc il y a un nombre, si vous atteignez ce nombre, vous n'avez plus le caractère de correspondance privée. C'est devenu public et donc il y a des obligations qui vont avec, il y a des sanctions qui vont avec, pouvant aller de 2 millions à 10 millions de francs CFA. Et vous pouvez écoper de 3 mois à 1 an, comme on appelle ça, d'emprisonnement. Donc il y a un contenu qui a été donné pour mieux effectivement encadrer l'univers de ce qu'on appelle les blogueurs, les influenceurs et les activistes. Il y en a qui les mettent dans le même lot. Non,
c'est très différent. Le blogueur est différent, l'influenceur est différent et l'activiste est différent. Du temps d'ailleurs où il n'y avait pas Internet, on avait plein d'activistes de par le monde, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine des droits humains, environnemental. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont venus amplifier cet activisme-là. Et donc, mais il y en a, on a mis tout le monde dans le même lot, à tel enseigne que ça prête effectivement à confusion. Mais étant donné qu'Internet n'est pas un espace de non-droit, naturellement, ça demande une réglementation. Et pour pouvoir le faire, il y a à mettre un contenu et créer les conditions pour que les uns et les autres puissent continuer d'influencer, puissent continuer de bloguer, de continuer leur activisme, mais dans un espace encadré, parce que ce n'est pas un espace de non-droit. Donc, c'est un pas important et même sur les médias, les Ivoiriens sont allés très loin par rapport à l'encadrement et par rapport à la responsabilité du média, même sur les commentaires des uns et des autres, et vous pouvez répondre en tant que média des commentaires des uns et des autres pour dire que même cette police, cette veille, cette autocensure, pour ne pas, comme on appelle cette autorégulation, voilà, à l'interne, les médias doivent effectivement faire ça. Alors donc, j'ai dit que c'est une leçon qui appelle parce qu'il y a de l'abus. Voilà, il y a de l'abus de certains utilisateurs, je ne parle pas de tous les utilisateurs, il y a de l'abus de certains utilisateurs, il y en a qui le font par ignorance, il y en a qui en abusent. Maintenant, nous, dans notre cas, qu'est-ce qu'on fait pour réglementer cela, pour que effectivement quelqu'un ne se retrouve pas diffamé, mais se retrouve, ne sait pas quoi faire. Et puis il y a un procureur aussi qui dit qu'il manque de moyens pour faire une investigation sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'infractions effectivement à l'appel. Donc, j'ai dit, c'est l'exemple ivoirien que je partage. Au Burkina, ils étaient dans une réflexion. Maintenant, je ne sais pas dans quel sens ça va prendre, dans quel contenu ça va donner, mais toujours est-il que Internet étant un espace de non-droit, c'est mieux également que la réglementation soit claire pour tout le monde, pour tout utilisateur. Internet qui ne devrait pas être un espace de non-droit, on le comprend. Et le ministre de la Communication se rappelle que lors de son dernier passage devant l'Assemblée législative des transitions, a en tout cas entrevu des réflexions pour pouvoir juguler ce qu'il pourrait y avoir comme travers sur ces réseaux-là et donc prendre le problème à bras le corps. En tout cas, merci pour votre avant-propos, juge Bourba. On va tomber de plein pied dans le sujet que nous avons donc enrôlé, mais comme il est de coutume, on a aussi ce que nous appelons les généralités. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait de ces sanctions-là. Il faut rappeler tout de même que les trois pays, c'est du Burkina Faso, Mali et Guinée, le 10 février dernier, avaient demandé la levée de leur suspension de la CEDEAO, mais également de l'Union africaine, déplorant des sanctions imposées. Et théoriquement, donc, le retour à l'ordre constitutionnel, il faut le rappeler, c'était 2024 pour le Mali, le Burkina Faso, 2025 en Guinée. La question de généralité que j'aurais, pour ce qui est du Burkina déjà, vous êtes diplomate, conseiller sur les questions internationales. Quel regard, en général, vous avez sur notre option ces derniers temps? Eh bien, merci pour l'invitation. Il faut dire d'abord que c'est vraiment déplorable, au-delà même du Burkina, qu'après les indépendances, après qu'on soit tombé dans la modernité politique, que nous commençons encore à revivre, d'accord, ces coups d'État, parce qu'à un moment donné, on a cru que bon, ça relevait du passé. Ben maintenant, si les coups d'État reviennent sur le continent, la question c'est de savoir qu'est-ce qui explique cela. C'est dire tout simplement que le modèle politique dans lequel nous sommes engagés, voilà, et bon, il faut aussi dire par contrainte, parce que quand même nous sommes rentrés après la chute du mur de Berlin en 90 par là, voilà, et puis qui consacre aussi la fin de la guerre, de la période de la guerre froide, voilà, on est tombé dans un libéralisme politique, et les États africains, depuis le discours de la Baule en 90, fait par la France, bon, les États africains n'ont pas d'autre choix que de s'engager dans la démocratie qui est devenue une conditionnalité incontournable, d'accord, pour le partenariat avec les pays de l'Europe. Mais maintenant, est-ce que nous avons été préparés à cela? Je crois que nous n'avons pas été préparés à cela. Il n'y a pas eu une conversion, à mon avis, il n'y a pas eu une conversion des mentalités pour épouser des valeurs démocratiques. C'est ce qui explique que nous sommes dans des États qui sont toujours gérés comme bien avant un peu, de façon comme si c'était une monarchie, et dans certains cas comme si c'était un royaume. Voilà, c'est ce qui justifie donc les coups d'État en cela. Et il faut dire aussi que
Au moment que le problème du terrorisme qui est intervenu va aussi parce qu'au moment qu'on était encore dans un monde bipolaire, d'accord, les tensions étaient focalisées par les deux grandes puissances, les États-Unis et l'URSS. Après les fondements de l'URSS, les alliés de l'URSS se retrouvent en quelque sorte sans leader, d'accord. Donc au lieu de constater maintenant des conflits interétatiques, on finit par voir les tensions qui explosent à l'intérieur des États, et c'est pourquoi nous avons de plus en plus justement des problèmes à l'intérieur de nos États. Mais je dis que en ce qui concerne le cas précis du Burkina, c'est tout le problème, c'est l'ancrage démocratique. Nous n'avons pas, notre démocratie n'a pas des racines suffisamment solides. D'accord, c'est ce qui explique en partie que nous avons encore tout ce que nous vivons aujourd'hui. D'accord, nous avons vu, au lieu qu'on a l'impression que les gens, que ce soit les partis politiques, etc., chacun fait son discours, mais est-ce que les gens, la question fondamentale, est-ce que les gens sont acquis réellement à la cause de l'État? Ou on s'engage dans la politique pour des intérêts personnels. Voilà. Si on n'est pas acquis à la cour de l'État, une fois qu'on accède au pouvoir, ça devient du copinage, tout se gère en fonction de, justement, des affinités, et la tension monte, et à un moment donné, pour rien, tout explose. Moi, je parlais plutôt de nos postures. Maintenant, oui, justement, j'en arrive parce qu'il faut tout lier. Maintenant, pour la question, c'était pour arriver là, parce qu'on a évolué jusqu'à arriver là. Et maintenant, par rapport à la CEDEAO, est-ce que justement le coup d'État c'est un fait? Voilà, donc c'est un fait, on ne peut pas le nier, ils sont là, les autorités sont là, mais maintenant est-ce que notre posture par rapport à la CEDEAO, elle est bien pensée? Nous appartenons, vous savez, quand vous appartenez à une organisation internationale, qu'elle soit CEDEAO, qu'elle soit hors de l'Afrique, vous avez des droits et des devoirs. L'un des devoirs fondamentaux pour chaque membre, c'est le respect des textes régissant justement la dite organisation. Ça, c'est un principe élémentaire concernant les organisations. Mais maintenant, si on dit les coups d'État sont interdits, nous avons fait le coup d'État, mais si la CEDEAO nous demande justement, c'est un constat, qu'importe les raisons que vous avancez, vous ne pouvez pas rester toujours dans cela. Donc, il faut préciser. Nous sommes engagés dans une voie. Oui, nous sommes engagés dans une voie, nous avons accepté, en concertation avec la CEDEAO, la fin de la transition. Mais je ne pense pas qu'actuellement, il y ait eu vis-à-vis de la CEDEAO, il y a eu justement certains actes qui laissent penser ouvertement que, c'est pas évident parce qu'en fait le renforcement des sanctions c'est ça. Je pense que c'est la peur même pour la CEDEAO. C'est pas évident que nous n'allons pas violer les accords signés pour le respect. Voilà donc la peur. D'accord. Dans tous les cas, on comprend. On a commencé déjà à entrer dans le vif du sujet. On était dans les généralités. Bernard, une question de généralité. Oui, effectivement. Je pense qu'on est en plein pied dans le sujet. Alors, vous parlez d'éventuelle peur. Alors, je suis curieux de savoir comment est-ce que d'une peur éventuelle déjà on laisse tomber des sanctions alors que le Burkina était en passe d'être le bon élève parmi les trois de cette CEDEAO, avec qui d'ailleurs on avait réussi à avoir ce qu'ils ont appelé un compromis dynamique qui permette que même si on n'organisera pas les élections à bonne date, qu'on puisse même d'ailleurs changer de date. C'est contenu dans ce qu'ils ont appelé le compromis dynamique. Qu'est-ce qui... oui, vous savez, la peur vient du fait que s'il faut la justice, franchement, depuis que moi j'ai écouté le communiqué, la peur vient du fait que nous avons commencé à parler, d'accord, d'un fédéralisme à trois. Voilà, un fédéralisme à trois, l'objectif visé c'est quoi? Est-ce que vous avez suivi ce que un des représentants de la CEDEAO a dit en Guinée? Voilà. Est-ce que nous voulons quitter la CEDEAO? Parce que ce n'est pas la première fois que c'est arrivé. La Mauritanie a quitté la CEDEAO. La viabilité de la CEDEAO dépend, vous voyez, de plusieurs facteurs. Voilà. Le respect des normes et l'adhésion, justement, des États membres. Si les États membres commencent à quitter la CEDEAO, si nous nous quittons,
ça peut motiver d'autres États à quitter, d'autant plus que le vrai problème de la CEDEAO, c'est qu'il n'y a pas que les États francophones. Vous voyez, nous avons une diversité d'États, les Anglais, bon, etc. Bon, si on quitte, c'est la peur. En fait, c'est la survie même de la CEDEAO qui est en jeu actuellement dans ce contexte de coup d'État concernant justement des États qui sont en train de voir les choses autrement et que la CEDEAO pense que réellement c'est se dresser contre la CEDEAO et qui peut amener d'autres personnes, d'autres États à emboîter le pas et à créer une autre organisation. Et puis bon, si la CEDEAO aujourd'hui, les États quittent et que la CEDEAO se retrouve à 3-4, bon, vous voyez, ça n'a pas de sens. Mais est-ce que les États ne sont pas libres de se pouvoir autrement si à un moment donné, l'espace communautaire, parce que la Mauritanie, vous l'avez dit, la Mauritanie a quitté, elle a créé sa monnaie, maintenant elle a signé ses accords de coopération, elle commerce avec les États de la CEDEAO. Oui, ça marche. Oui, l'adhésion, il faut dire que lorsqu'une organisation internationale sous-régionale est créée, il y a les États fondateurs, ce qu'on appelle les États fondateurs, qui ont été à l'initiative. Voilà, au regard d'un nombre de problèmes qui savent individuellement parler, ils ne peuvent pas le résoudre. C'est ce qui justifie la création d'une c'est comme le G5 Sahel. Voilà, c'est des problèmes qu'ils vivent en commun. Maintenant, il peut arriver que d'autres États adhèrent si les objectifs de l'organisation cadrent avec justement leurs besoins. Donc, c'est une adhésion volontaire. Et dans toute organisation, et dans la charte de toute organisation, il y a la possibilité d'adhésion et il y a la possibilité de départ. Mais comme nous sommes dans un dynamisme régional, bon, les États peuvent partir, mais ce n'est pas souhaitable. Voilà, c'est pas souhaitable parce qu'aujourd'hui, il faut voir le problème. Personnellement, je vois le problème au-delà de la CEDEAO. Voilà. Et mais justement, comment se fonder sur une peur de ce genre si, dans le message, lors de la rencontre tripartite, les ministres des Affaires étrangères ont voulu au moins baliser les choses. Ils disent qu'ils n'ont rien contre la CEDEAO, mais bien au contraire, ils veulent plutôt construire dans cette CEDEAO un exemple. Mais vous voyez, sur le plan purement diplomatique, il ne faut pas, oui, les propos se tiennent, mais il ne faut pas oublier le contexte. Il ne faut pas oublier le contexte qui est le contexte africain et que nous savons que de façon générale, les chefs d'État, entre eux, il faut quand même avoir le courage de le dire, ils n'ont pas confiance mutuellement les uns aux autres et dans leur capacité de respecter la parole donnée. Je crois que c'est ce qui justifie aussi que la CEDEAO, pour faire comprendre à ces trois États, bon, on va vous assister, puisque vous avez parlé tantôt du problème humanitaire, on va vous assister sur le plan humanitaire, mais pour vous prouver justement notre bonne foi et que nous ne sommes pas des plaisantins, on va durcir les conditions. Pourquoi maintenant empêcher les gens de voyager ? En fait, c'est ça toute la question. Je crois que c'est la peur ici, justement, c'est que les dirigeants aient la possibilité de rentrer en contact avec d'autres dirigeants pour poser des problèmes et justement faire genre lobbying et expliquer les problèmes et avoir des adhésions. Donc, on préfère confiner, c'est ma lecture des choses, on préfère confiner justement les responsables politiques jusqu'à ce que on finisse la transition. Voilà, c'est pas, mais justement, le revers de la médaille, c'est que ça peut radicaliser les positions. Pas justement actuellement, il y a que, on ne sait même pas exactement quels sont les États aussi qui, qui boudent le principe de la CEDEAO, qui ne sont pas concernés, qui, indépendamment les trois États, bon, quels sont les États aussi qui, même s'ils ne le disent pas ouvertement, franchement, n'approuvent pas tout à fait le durcissement justement des sanctions. Ça aussi, c'est possible. Et venons sur les formes. Quand on regarde très souvent ce type de sommet extraordinaire-là, il y a vraiment un objet précis. Oui. Là, on a l'impression que bon, il y avait ce qui était annoncé, la rencontre de l'Union africaine, et puis on tient à côté un sommet de la CEDEAO extraordinaire, et puis il y a des sanctions qui ne paraissaient pas attendues, qui tombent. Ou bien nous, on a une mauvaise lecture, ou bien ça s'est lisé, ça se voyait venir. Non, personnellement, ça a été une surprise. Je ne m'attendais pas, honnêtement, je ne m'attendais pas à des sanctions de ce genre. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il y aura tout simplement suivi et évaluation et au cas où il y a des problèmes, d'accord, au cas où il y aurait des problèmes de dysfonctionnement et ralentissement dans la mise en œuvre des accords sur la transition, bon, on va interpeller les États. Et si on avait soulevé un certain nombre de problèmes, voilà, à part, comme je le dis, à part le fait qu'il y a eu l'idée de fédération qui a été émise, est-ce que c'est ce qui a effrayé la CEDEAO? Je ne sais pas, sinon, personnellement, je n'ai pas encore entendu que la CEDEAO ait dit que la transition dans tel pays, et que ça ne suit pas la route, quand même, ça va.
là. Voilà, il fallait d'abord faire les reproches, on fait une évaluation et objectif, on veut être objectif pour les sanctions. Vous faites une évaluation, vous dites bon voilà ce qui ne va pas. Bon, on a l'impression que vous voulez nous dribbler et là on va renforcer les sanctions. Mais je ne sais pas quelle évaluation a été faite. Bon, si c'est la période de la fédération, je ne pense pas que c'était nécessaire justement d'en arriver là. Il faut, de toute façon, c'est une idée qui a été émise par, j'allais dire, par le Burkina. C'est pas évident que le Mali et la Guinée, justement, soient tellement partants. C'est une idée qui a été émise. Ça ne valait pas la peine. D'accord, à mon avis, ça ne valait pas la peine qu'on s'engage dans une voie pour des États déjà suffisamment fragilisés. Bon, vous voyez que quand on entend ce qui est arrivé chez nous récemment, bon, vous voulez quoi? Au moins que les États se battent pour restaurer leur territoire, vous renforcez des sanctions. Bon, l'objectif visé, c'est quoi? Est-ce que les fragiliser davantage? Bon, moi je pense que la CEDEAO aurait dû tout simplement faire un discours suffisamment sur la question pour nous faire comprendre, bon, ils sont sanctionnés, voilà les raisons. D'accord, Bernard? Voilà, ils sont sanctionnés, voilà les raisons. Mais quelles peuvent être les conséquences éventuelles pour les 3 pays et pour la CEDEAO aussi? Oui, les conséquences, je pense que il y a les institutions, d'accord? Il y a les institutions auxquelles la CEDEAO, il y a les chefs d'État, mais les chefs d'État sont à la tête des États. Bon, maintenant, si la CEDEAO durcit sa position vis-à-vis des États et que, justement, ça finit, ça a une certaine répercussion sur la vie aussi des citoyens, il peut y avoir une révolte des citoyens vis-à-vis de la CEDEAO. Et je pense que ce n'est pas une chose intéressante. Parce que si aujourd'hui les citoyens décident justement de soutenir leurs États, bon, ça peut avoir des conséquences négatives sur la CEDEAO, sur la bonne marque de la CEDEAO. Voilà, c'est l'une des conséquences majeures. Parce que radicaliser une décision sans la justifier, bon, ça peut pousser à des révoltes. Voilà, c'est comme si quelque part on avait quelque chose contre ces États en tant que tels. D'autant plus que bon, c'est vrai que quand on regarde les raisons qui ont poussé les 3 États à être dans des situations de coup d'État, bon, le Burkina et le Mali, c'est la même raison. Voilà, nous sommes en train de perdre nos pays, nos États. Il faut dire la vérité. Nous ne contrôlons pas la totalité de nos États. Donc les compétences de l'État se trouvent beaucoup réduites, considérablement réduites. Donc ça cause problème. Et la Guinée, là aussi c'est un problème de justement mauvaise gouvernance. Je vais dire tout simplement, il faut être honnête et réaliste. Sanctionner les coups d'État, je suis d'accord. Mais ce que la CEDEAO ne fait pas, et qui engendre les coups d'État, et même l'Union africaine, c'est lorsque justement un chef d'État est à la fin de son mandat. Voilà, chacun sait que c'est la fin de son mandat. Il va s'arranger pour modifier la Constitution et pour se présenter. Et il est dans les instances de la CEDEAO, il est dans les instances de l'Union africaine, on n'en fait pas un problème. C'est comme si là, on disait, bon, il faut respecter le principe justement de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Mais si c'est le principe de non-ingérence dans les affaires d'un État, mais parce qu'on modifie la Constitution, vous taisez, vous regardez, mais si c'est un coup d'État aussi, c'est les affaires intérieures d'un État, pourquoi vous en mêlez? Laissez les gens résoudre leurs problèmes. C'est ce manque de conséquences, justement, et dans la vie, dans la gestion même de la CEDEAO, qui explique aussi tous les problèmes qu'on a. Est-ce qu'on n'est pas tous aussi plus ou moins, comment dire cela, comptables de cela? Parce que quand vous regardez même les textes de la CEDEAO, de façon principielle, le coup d'État, c'est condamné. Maintenant, pour ce qui est des élections, il prévoit un délai pour dépatouiller des fois même, il faut le dire comme ça, sa constitution. C'est-à-dire que tant que vous le faites dans les délais, bon, c'est comme s'il n'y a pas de problème. Ça, c'est vrai que de façon éthique, c'est un problème que vous posez. Mais c'est dans les textes. Peut-être qu'il faut changer les textes, ça c'est un fait. Mais ici, quand nous demandons par exemple de lever des suspensions qui sont plus après des coups d'État, est-ce que ce n'est pas vouloir remettre sur la table une posture principielle dans laquelle tout le monde avait adhéré et que c'est le message peut-être du retour du bâton qui est venu. Oui, mais oui, vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Si on dit justement, ce que j'étais en train de vous dire, si on dit de lever les sanctions, mais c'est parce que justement, on manipule les constitutions. Les gens, quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, est-ce que Alassane devrait être là? Non,
logiquement, conformément à la Constitution, ne devraient pas être là. On a plein de cas des gens qui sont de la CEDEAO, qui sont là et on dit 2 mandats. Ils ont fini les 2 mandats, bon, ils s'arrangent encore et puis bon, ça donne lieu à des manifestations des gens, nos armées qui sont acquis à la cour de façon des chefs d'État. Bon, ils sortent, ils maltraitent des populations, des gens meurent, mais la CEDEAO fait quoi? C'est quand ça dérive, et maintenant qu'on dit, bon, il faut amener, il faut envoyer justement un médiateur. Mais c'est pas ça le problème. Il faut dire aux gens, tout simplement, ben, moi je suis pour ce principe. Il y a eu suffisamment de propositions de la part des juristes pour dire, bon, il faut limiter les mandats. Si on dit vous avez un mandat de 5 ans ou 7 ans, qu'importe, ça c'est un problème interne. Une fois que vous l'avez accepté, si on dit c'est 2 mandats de 7 ans, vous avez fait 2 ans, 2 mandats c'est fini. Si on dit c'est 5 ans, vous avez fait 2 mandats c'est fini. Mais quand les gens finissent leur mandat, il sera encore pour être là. La CEDEAO envoie justement des observateurs pour les élections. On dit oui, les élections sont bien passées. Mais ce n'est pas un coup d'État validé et légalisé par la CEDEAO. Ça, c'est autant de problèmes qu'il y a au sein des textes de la CEDEAO sur lesquels il faut se pencher. Oui, maintenant, c'est le cas, peut-être, ça, ce que vous dites, je rejoins un peu le cas guinéen. Celui burkinabé et celui malien, c'est vraiment bien différent. Oui, c'est différent. Si les États sont bien gérés, si les principes de la démocratie sont respectés, on va éviter les coups d'État. Parce qu'à partir de ce moment, chacun doit faire son travail. Dans un État, on n'a pas. Pourquoi les grandes puissances là, ils n'ont pas besoin de coups d'État pour fonctionner bien? Mais parce que chacun joue son rôle. Notre problème, c'est parce que les gens ne jouent pas leur rôle. Voilà. Et justement, en fin de compte, chacun pense que si c'est pas moi qui suis au pouvoir, ça ne marche pas. Et bon, le problème du terrorisme, que l'armée joue son rôle, mais que la démocratie aussi réellement fonctionne. Si la démocratie fonctionne, mais l'armée n'a pas besoin d'être au pouvoir. Mais ce sont les dérives. Ce sont les dérives de nos systèmes politiques qui justifient les coups d'État. Et qui justifie aussi la multitude de problèmes que nous avons, parce que justement, si nous manquons de bonne gouvernance, on ne peut pas éviter les problèmes dans nos États. Et les problèmes entraînent des coups d'État. Pourquoi on applaudit les coups d'État? Même si après, vous avez vu le cas de Damiba. Voilà. Parce que l'État fonctionne de telle sorte que chacun pense que, bon, franchement, chacun est conscient que ça ne va pas. Et à un moment donné, on dit, bon, s'il y a un coup d'État, tant mieux. C'est pour même dire que les populations civiles là souhaitent le coup d'État pour ramener l'ordre. Mais maintenant, celui qui est au pouvoir, celui qui vient, et si on se rend compte qu'il s'éloigne de l'objectif, encore, on sort encore, on dit, bon, on n'est pas d'accord avec lui. Mais si réellement les choses fonctionnent comme il se doit, si nous sommes réellement dans une république, les coups d'État ne peuvent même pas réussir. Il y a des pays, si vous faites un coup d'État, mais vous ne trouvez personne derrière vous. Mais parce que les choses fonctionnent, mais malheureusement, dans notre cas, dans nos États, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire. Sur le plan politique, nous n'avons pas évolué. D'accord. Alors, si effectivement on veut regarder les choses avec suffisamment de recul, on se dit certainement c'est la question du fédéralisme qui a engendré ça. Alors, d'ailleurs, dans quelles conditions cela peut se faire au regard des textes communautaires qui existent? Ou bien la seule liberté ou la seule volonté des États de s'engager ensemble, c'est possible, en restant toujours dans le même espace communautaire également? Comme je vous l'ai dit tantôt, il n'y a pas d'obligation à maintenir un État dans une organisation. Vous êtes libre d'adhérer, vous êtes libre de partir. D'accord? Et si vous partez, qui vous allez trouver justement pour vous associer, on ne peut pas vous empêcher. Mais comme je le dis, c'est la peur pour la CEDEAO que si on commence progressivement, du fait même que tous les problèmes que la CEDEAO connaisse là, progressivement, la CEDEAO finit par se désagréger et devenir coquille vide et se retrouver à 2-3 États, bon, et mourir de sa propre mort. Voilà, donc c'est cette peur-là, donc il faut radicaliser, bon je crois que c'est ce qui justifie la position de la CEDEAO, radicaliser pour éviter justement une contagion justement en ce sens-là. Le fédéralisme, il faut être honnête, le fédéralisme dans ces conditions dans lesquelles nous vivons, c'est un peu difficile. Voilà, parce que... Lesquelles conditions? Oui, les conditions de sécurité. Vous savez, le fédéralisme, pour la réussite de ce fédéralisme, d'abord, le fédéralisme, c'est une modification de la structure des États. Voilà. Et dans son sens plein, c'est à la fois un problème juridique parce que vous modifiez, vous formez une autre forme d'État avec un organe suprême. Voilà. On désigne un État comme l'État fédéral qui répond justement au nom des autres États sur le plan international. Et voilà, c'est cet organe suprême, cet État fédéral qui a une personnalité juridique internationale qui reconnaît. Les autres sont tout simplement des États fédérés.
Bon, là, entre les trois, d'abord, il faut s'associer et voir ces cas-là. C'est compliqué. Le fédéralisme aussi, c'est un problème psychologique entre les populations. Lorsque vous fréquentez, nous avons des Maliens, des Guinéens qui sont mariés sur le plan purement humain et ça pose pas. Nous faisons du commerce, les populations font du commerce entre elles. Ça cause pas de problème. Mais est-ce que maintenant les populations sont prêtes à ce qu'on mette fin aux frontières pour former un espace unifié? Ça, c'est notre débat. Avec un seul président. Avec un seul président. Ça, c'est pas si évident. Moi, j'ai écouté sur une radio internationale, quand on avait émis l'idée du fédéralisme, la Guinée, les Guinéens ont dit qu'une grande partie a dit nous ne sommes pas pour le fédéralisme parce que c'est vrai, nous avons des problèmes de gouvernance, mais nous ne connaissons pas le terrorisme. Voilà. Est-ce que le fédéralisme va importer, ne va pas importer le terrorisme chez nous? C'est une minorité qui dit peut-être que ça peut essouffler un certain dynamisme à la transition. Mais c'est pas évident parce que le fédéralisme suppose que on va expliquer à nos populations dans nos langues nationales qu'est-ce que c'est que le fédéralisme. Voilà. Et par la suite, maintenant, on va procéder à un référendum pour avoir le point de vue des peuples. Est-ce qu'ils sont d'accord ou pas? Sinon, si on décrète par un acte politique, nous allons créer une fédération, on va l'imposer, mais qui malheureusement ne va jamais survivre peut-être à ses initiateurs. Donc, je crois que la perte de la CEDEAO sur ce plan, c'était pas nécessaire. Si c'est pour cela, en tout cas, je dis, puisque la CEDEAO n'a pas expliqué, donc jusqu'à là, tout ce que nous disons, on spécule quoi. Voilà, tout ce que nous disons, c'est des hypothèses, chacun émet en fonction de ses convictions. D'accord, je rappelle pour ceux qui nous écoutent à la radio et ceux qui nous suivent sur Twitter TV que nous sommes avec Bonane Rodrigue Paulin. Il est maître de recherche en philosophie de l'éducation à l'Institut des sciences des sociétés du Centre national de la recherche scientifique et technologique. Il a été aussi conseiller des affaires étrangères, donc diplomate, et il est chargé de cours relatifs aux questions internationales, relations internationales, droit et pratiques diplomatiques et consulaires. Ce que vous dites est très intéressant, mais il y a aussi certains qui ressortent une limite objective. Pour rester sur la question de la fédération voulue, c'est que c'est quand même des territoires aussi qu'on met ensemble. Vous parliez tout à l'heure de référendum, c'est le même problème qui est posé pour des élections. Quand on ne contrôle pas tout son territoire, ça devient quand même aussi difficile. Oui, tout à fait. C'est pourquoi je disais tantôt que on peut pas faire un fédéralisme dans ces conditions. On peut pas énumérer tous les problèmes. Le temps ne le permet pas, mais quand même, on s'engage à faire un fédéralisme. Vous savez, le fédéralisme marche uniquement dans le cas, si on veut le faire aujourd'hui, ça marche uniquement d'abord dans le cas des États qui sont réellement attachés aux valeurs démocratiques. Si vous êtes des États incapables justement de vivre les valeurs démocratiques, le fédéralisme va marcher comment? Est-ce qu'on va se retrouver dans un fédéralisme qui sera un organe fédéral qui sera autoritaire? Vous savez, ça ne va pas marcher. Mais quand on vous écoute, en définitive, c'est-à-dire que ce qui pourrait faire peur à la CEDEAO, c'est quelque chose qui ne peut même pas nous servir comme effet de branding. Personnellement, je ne pense pas que ça peut arriver dans l'immédiat. Si un jour, nous changeons notre mode de gouvernance de nos sociétés et que nous avons atteint un certain degré, d'accord, de démocratie, que ce soit au niveau des dirigeants politiques, que ce soit au niveau des populations, dans la compréhension même de la démocratie. Parce que ça aussi c'est un problème, c'est pas si, on dit démocratie depuis combien d'années, mais est-ce que les populations saisissent toute la portée réelle de la démocratie? C'est là aussi tout le problème. Quand on va sensibiliser, faire j'allais dire une éducation populaire, d'accord, dans nos langues, pour expliquer ce que c'est que la démocratie, les valeurs démocratiques, etc., les mentalités vont changer profondément. Et moi, je pense que ça aussi, il est du rôle des partis politiques de le faire. Mais ils se contentent de dire, voilà notre programme. Mais les gens n'expliquent pas la démocratie parce qu'il y a une raison. La raison fondamentale pour les partis politiques, à mon avis, c'est parce que si les gens comprennent réellement la démocratie, les gens peuvent quitter des partis politiques. Donc, un certain obscurantisme sur la valeur réelle de la démocratie est avantageux pour les partis politiques. Mais s'il faut expliquer dans les détails et que chacun doit avoir une certaine maturité politique, c'est pas évident que certains partis vont avoir des militants. Bernard. Oui, pour la question du fédéralisme, c'est comme ce que vous êtes en train de dire. Effectivement, s'ils arrivent à mettre en place, puisque l'autre paire de manches aussi, c'est comment est-ce que les relations s'exercent avec les autres États. La Mauritanie a réussi la parade de signer les accords
de commerce. Le Maroc voulait d'ailleurs entrer dans la CEDEAO, ça n'a pas marché. Mais dans cette hypothèse que les trois se mettent ensemble, quel mécanisme également est-ce que les autres États vont accepter? D'ailleurs, comme on appelle ça, parce qu'on ne vit pas aussi en vase clos, parce qu'il y a le commerce aussi avec les autres États. Comment est-ce qu'on réglemente le quotidien aussi avec les autres États qui ne sont pas membres de cette fédération? Oui, si on veut pas créer une fédération, on émet l'hypothèse que ça marche. Maintenant, puisque nous ne sommes plus membres de la CEDEAO, voilà, et on peut décider justement des formes de coopération. Et là, c'est le droit interne résistant, la CEDEAO, qui va décider, et les États qui ne sont pas membres de la CEDEAO, quels sont, puisque ça existe déjà. Voilà, la coopération avec d'autres, dans toutes les organisations internationales, ces principes existent, la coopération avec d'autres organisations internationales ou avec des États qui ne sont pas membres. Voilà, donc c'est ce droit qui va s'appliquer. Mais déjà qu'on n'a même pas encore créé, les gens ont peur, ils brandissent des sanctions. Est-ce qu'ils vont même accepter l'application de ça, ces si c'est un fait consommé, je crois que je pense pas que la CEDEAO même aurait intérêt à avoir adressé des États de l'espace, 3 États de l'espace communautaire qui ont formé une fédération contre elles-mêmes. Bon, ça va desservir la CEDEAO. D'accord. En termes de commerce, en termes de rapports humains, c'est pas bon. Vaut mieux établir une forme de coopération avec, et puis maintenant définir, voilà, les termes. Maintenant, dans ce cas précis, tous les avantages accordés, d'accord, et dans les rapports entre les différents États dans le cadre de la CEDEAO ne peuvent plus être accordés, voilà, parce que nous devenons tout simplement comme des étrangers qui viennent justement établir une coopération. Et c'est ainsi qu'on va nous traiter. C'est vrai qu'on est allé dans les futurismes, dans une question de fédéralisme. On va revenir sur du concret et du plus. Les sanctions qui sont tombées, quand on regarde, il y avait quand même l'absence de certains chefs d'État. Je pense celui togolais, béninois, ivoirien et nigérian. Mais ça ne pèse pas, ça ne compte pas. Non, ça ne compte pas parce que dans les têtes de la CEDEAO, la conférence des chefs d'État, justement, qui est un organe important de la CEDEAO, prévoit justement la possibilité que des chefs d'État soient représentés. Donc, à mon avis, ça ne cause aucun problème. Oui, mais pour quand même des sanctions qui sont raffermies comme ça, on s'est dit, bon, même si c'est un sommet extraordinaire, ça allait avoir plus de portée qu'on sache que, bon, la plupart d'entre eux étaient là. C'est pas pour vous comme ça qu'en matière de diplomatie, les questions fondamentales sont discutées et les États aujourd'hui s'informent à l'avance des questions. Voilà, donc quand on se retrouve à une conférence de ce genre extraordinaire, quoi, en réalité c'est tout simplement pour valider. Ok. Voilà. Donc les questions sont discutées à l'avance. Les problèmes sont émis depuis, bon, et il y a eu entre les États, ils s'échangent le pour, le contre, ils évaluent et puis ils aboutissent à un consensus. Voilà. Les sanctions vont également. Ma question c'est en lien avec les sanctions. Il y a eu une première vague de sanctions, ensuite il y a une deuxième vague. Après cette vague de sanctions, quelles pourraient être les autres sanctions éventuelles que la communauté peut brandir? Bon, écoutez, maintenant s'il y a des sanctions qui vont au-delà de cela, c'est des sanctions commerciales, économiques, s'il faut dire, bon, mais ça même, je crois que c'est imaginable. On ne peut pas dire, bon, écoutez, au Mali, des embargos? Oui, il faut dire, quand on s'endort tous, on dit, bon, c'est fait, mais ils ont vu ce que ça donne. Je crois qu'ils ne vont pas, pour 3 pays, ils ne vont pas, déjà qu'ils ont suffisamment de problèmes, la CEDEAO ne va pas s'amuser à dire que, bon, écoutez, à partir d'aujourd'hui, tous les autres États de la CEDEAO ferment leurs frontières avec vous. Voilà. Et puis, bon, vos populations ne peuvent pas, voyez, pour faire du coup. Non, ça, c'est. Je crois que, humainement parlant, la CEDEAO ne va pas oser aller au-delà. C'est surtout sur l'angle purement politique. Voilà, pour mettre la pression pour que ces chefs d'État-là et ces militaires qui sont au pouvoir, justement, ne viennent pas à penser que leur push-là, c'est un pouvoir légal. C'est un pouvoir légal et qui peut avoir une durée normale comme un mandat. Voilà, d'un chef d'État, d'autant plus que quand on regarde, bon, vous voyez, c'est pourquoi je dis le problème est très complexe. Quand on regarde, on fait un coup d'État et on donne une base légale au coup d'État. Voilà, parce que quand on est investi par le Conseil constitutionnel, c'est que bon, on donne une base légale au coup d'État. Mais la base légale, l'objectif visé là, c'est quoi?
l'objectif visait de... nous, le Burkina, le Mali, le Niger, nous sommes dans une tradition de coup d'État. Est-ce qu'on a besoin pour un coup d'État? Et la Constitution dit que bon, et voilà, et on ne peut accéder au pouvoir que par la voie constitutionnelle qui est les élections, qui renvoie aux élections. Mais une fois, et logiquement, si c'est la voie constitutionnelle, toute voie est illégale et ne peut pas justement avoir le consentement, la bénédiction du Conseil, alors que nous, nos coups d'État ont eu la bénédiction du Conseil. Donc ça veut dire que nous avons acquis déjà, les poursuites sont acquis à l'air cause, l'organe suprême. La suite va être quoi? Donc il y a un ensemble de problèmes qui justifient la peur, la restriction des libertés. Et quand vous voyez un peu au Burkina, comment vous les journalistes, je voyais un écrit, bon, qu'on est en train de museler la presse, voilà, et les partis politiques qui se plaignent. Mais est-ce qu'il faut préparer, c'est-à-dire, est-ce qu'on est en train de préparer les gens à ce que ce pouvoir dure pour des raisons sécuritaires? Est-ce qu'au Mali, on est en train de préparer les gens à ce que le pouvoir dure pour des raisons sécuritaires? C'est plusieurs lectures que la CEDEAO fait et finit par prendre des sanctions pour durcir et justement renforcer ces sanctions pour faire comprendre aux gens et ne rêvez pas. Voilà. Chacun sa lecture des choses, c'est un ensemble de choses qu'il faut, et la CEDEAO dit ne rêvez pas. Vous n'irez pas au-delà, voilà, du délai donné, ne rêvez pas. Justement, quand on regarde dans les sanctions, c'est vrai qu'on dit comme ça que bon, les figures de proue de ces régimes-là ne pourront pas voyager et d'autres personnes, mais on ne dit pas clairement, on ne donne pas de liste. Habituellement, c'est comme ça que ça fonctionne, ou bien on établit déjà une liste? Comment ça fonctionne? Oui, là nous sommes dans une situation d'ambiguïté totale. Voilà, on ne peut pas, à mon humble avis, il faut lister les personnalités qui sont justement interdites justement de voyager. Voilà, quand on dit comme ça, qui est concerné? Voilà. Est-ce que, en tant que chercheur, enseignant-chercheur à l'université, et président, par exemple, président de l'université, Kizerbo, mais est-ce que, s'il a des accords de partenariat dans le cadre du travail avec l'extérieur, est-ce qu'il lui est interdit de voyager? Il ne fait pas de la politique, il fait de la recherche. C'est le domaine scientifique sur le bas. Maintenant, il faut lister, si on dit précisément, bon, les autorités politiques, si on va dire des autorités militaires, bon oui, mais quand on dit comme ça, bon... ça ne donne pas aussi l'impression de précipitation, parce que vous dites que vous étiez surpris. Après, vous dites, bon, si c'est venu, ça veut dire que de longue date, ça a été déjà discuté. Ça ne donne pas l'effet d'empressement. Oui, c'est pas de la précipitation, mais je crois que, justement, c'est beaucoup plus une ambiguïté créée justement par la CEDEAO. Ça laisse voir plutôt que bon, ils ne se sont pas entendus. Moi, je suis tenté de dire que, excepté les chefs d'État, peut-être, et puis le gouvernement, ils ne se sont pas entendus sur les personnalités concernées. Okay. Sinon, quand même, on peut faire la liste. C'est pas une longue liste. C'est ce qui entoure, on peut dire directement, les présidents d'institutions étatiques ne sont pas autorisés à voyager. On peut dire, bon, le ministre, le premier ministre et les membres du gouvernement sont... Mais ça, c'est plus précis. Parce que personnalité, bon, c'est vague. D'accord. Mais vous reveniez tout à l'heure sur un point, oui, parce que c'est le point 20. La conférence des chefs d'État et de gouvernement réitère la nécessité d'ouvrir l'espace politique à tous les acteurs des trois pays et d'assurer un dialogue politique inclusif. Et quand on regarde, est-ce que, bon, il n'y a pas aussi des traditions qui ont prêté les flancs? Quand on prend le cas, par exemple, du Burkina, avec, on va dire, les actions répétées de partis politiques, on avait avec les CDP un rendez-vous statutaire qu'ils ont eu, ils ont été avertis. On prend le cas de l'UPC qui a décidé de rester en justice. Est-ce que ce n'est pas aussi des éléments dont on aurait pu se faire l'économie en termes de messages qu'on envoie? Oui, tout à fait. C'est pourquoi je vous disais tantôt, je vous parlais de justement la privation des libertés fondamentale. Et je vous ai parlé du cas des journalistes, l'écrit qui dit que bon, et de plus en plus, c'est comme si on a un certain regard sur les journalistes en termes de liberté d'expression. Voilà, les partis politiques, bon, vous voyez, nous avons créé, je crois que moi je pense personnellement que les putschistes sont responsables des problèmes qui leur arrivent. Il faut être honnête. Si vous avez fait un coup d'État, vous l'assumez entièrement. Vous n'avez pas besoin d'une base légale. Vous avez besoin de la légitimité.
Et cette légitimité-là, c'est auprès des populations. C'est par rapport à ce que vous faites sur le terrain. Et si on se rend compte, vous savez qu'aujourd'hui au Burkina, beaucoup de gens sont d'avis que, quand même, sur le plan sécuritaire, beaucoup de choses sont faites. Mais c'est très complexe qu'on ne peut pas aller ça à l'heure. Mais c'est cette légitimité-là que, quand on fait un coup d'État pour une raison précise, il faut agir de telle sorte que le peuple qui vous regarde là, justement, finisse par gagner et par vous accorder une certaine légitimité. Là-bas, légal, à partir du moment que c'est un coup d'État, mais la légalité même, il n'est plus question de légalité. La légalité est d'office perdue. Même si vous avez investi, et vous avez été investi officiellement par le Conseil d'État, mais la légalité, vraiment, je dirais que c'est tout juste de façade, puisque c'est anticonstitutionnel. Bon, et là aussi, je crois que le Conseil d'État aussi a une part de responsabilité, parce qu'il fallait tout simplement dire aux petites conformément au test, voilà, c'est anticonstitutionnel, assumez-vous et faites ce qu'il y a à faire, et gagnez de légitimité, parce qu'un pouvoir peut être élu légalement par les urnes, conformément à la Constitution, et perd sa légitimité. Et comme un pouvoir peut venir par justement un coup d'État et gagner la légitimité, moi je pense que c'est que justement Ibrahim devrait rechercher, c'est la légitimité, pas la légalité. Et là on allait savoir que, vous, les gens de la presse, vous allez vite taire parce que nous sommes dans un régime d'exception. Aujourd'hui, nous sommes dans quel... Quand on demande aux gens, franchement, moi je ne suis pas constitutionnaliste, on va demander aux constitutionnalistes, au Conseil constitutionnel, le Burkina est dans quel régime? Nous ne sommes pas dans une démocratie. Des hommes politiques quand même dit de faire une dictature éclair ou je ne sais pas. Oui, nous ne sommes pas dans une démocratie. Nous ne sommes pas dans une monarchie constitutionnelle. Nous ne sommes pas aussi dans un régime d'exception classique qu'on le connaît, ou parce que dans un régime d'exception classique, la personne du chef de l'État se confond avec l'autorité de l'État, puisqu'il n'y a pas de constitution. C'est lui qui devient la loi. Mais là, nous avons un chef d'État investi par l'organe suprême de l'État. Et la Constitution est rétablie, on dit voilà, la Constitution est rétablie, mais la Constitution ne peut pas produire tous ses effets. Vous les journalistes, dans la Constitution, justement, la liberté de presse est reconnue, mais faites attention, ici, nous ne sommes pas d'accord. Les partis politiques, dans la Constitution, on dit voilà, vous pouvez organiser, mais nous ne sommes pas d'accord. Mais c'est cette ambiguïté qu'on a créée. Il aurait fallu faire quoi? Maintenir la suspension de la Constitution? Moi, je pense qu'il fallait tout simplement, c'est pourquoi il fallait même pas chercher une base légale. Nous sommes dans un coup d'État, comme on a vu. Est-ce que, durant tout le temps que Sankara a fait son coup d'État, il y a eu un problème de constitution? La constitution est suspendue. Nous sommes là pour un problème. Ça, c'est une autre époque aussi. Oui, d'accord, mais vous dites seulement la constitution est suspendue et nous n'allons pas, justement, établir la constitution et nous allons nous assumer. Qu'importe les conséquences, nous allons nous assumer. Nous sommes là pour un problème. Nous allons résoudre ces problèmes et on va demander au peuple, à la communauté de la CEDEAO, à la communauté internationale de nous juger sur la base de la raison pour laquelle nous sommes là quand on sera à la fin. Qu'importe si on va nous condamner, au moins, on a atteint notre objectif. Mais souvent aussi, c'est des choix qui se font avec leurs conséquences, avec votre capacité de tenir. Ceci dit, il y a aussi le cas de la Guinée qui a été évoqué, mais là, je pense qu'ils ont été un peu plus durs. On dit que la conférence des chefs d'État et de gouvernement rejette totalement les mesures unilatérales prises par les autorités de transition en Guinée en ce qui concerne la mise en œuvre de la feuille de route de transition. Quand on regarde le cas de la Guinée, on n'est pas dans le cas malien où il y a de vraies difficultés. D'abord, il faut l'enjeu sécuritaire qui dicte pratiquement tout, alors que pour le cas de la Guinée, on a l'impression qu'il y a une CEDEAO qui dit ne pas vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'on veut tarder outre mesure. C'est se tromper? Non, c'est vrai, parce qu'il faut d'abord savoir que je peux dire que nous avons été beaucoup plus réactifs vis-à-vis de la CEDEAO. Quand on a fait le coup d'État, on sait que c'était contraire au tête de la CEDEAO, mais quand même on a été beaucoup. Mais vous voyez comment la Guinée a mis du temps. Voilà, il a fallu franchement une forte pression pour que les Guinéens, le président Doumbia, puisse maintenant proposer une date. Voilà. Mais ils ne sont pas, si réellement leur problème, c'est un problème de gouvernance. Parce qu'on a besoin de 2-3 ans pour résoudre. Voilà, qui crée seulement les institutions fortes. Et puis en un an, il peut organiser les élections et puis il va partir. Mais est-ce qu'on sent une vraie volonté?
oui, bon, vous voyez qu'on revient encore au problème du renforcement des sanctions. Là, je vous ai dit que les chefs d'État, et moi je vous ai dit ici que les chefs d'État de l'espace CEDEAO, aucun n'a confiance à l'autre. Voilà. C'est une crise de confiance générale. Ils sont ensemble, mais ils n'ont pas confiance parce qu'ils se connaissent. Ils savent comment sont gérés les États. Ils savent même que même lorsqu'il s'agit des élections, comment les chefs d'État s'arrangent. Donc ils n'ont pas confiance, à plus raison pour des régimes militaires. Donc c'est tout cela qui fait qu'on durcit les sanctions, justement pour obliger les gens et les régimes militaires là, à ne pas dépasser le délai. Mais sinon, bon, la Guinée, bon, vous n'avez pas un problème de terrorisme, c'est tout simplement la vraie raison, c'était une question de gouvernance. Est-ce que pour une question de gouvernance, on a besoin de 2 ans, 3 ans pour organiser des élections? C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Voilà, c'est pourquoi je dis, bon, on a l'impression souvent que, vous savez, il y a une autre possibilité qu'on peut envisager et que la CEDEAO est consciente. C'est le fait de créer des OSC qui vont sortir vers la fin de la transition, dire, bon, nous ne sommes pas d'accord, qu'ils partent. Ils sont là, ils ont fait un bon travail, voilà, il reste encore à faire, nous voulons les maintenir, on s'en fout de la CEDEAO. Ça peut arriver. Cette instrumentalisation, de toute façon, à travers les pays, c'est une réalité. Même quand on est dans un régime démocratique normal, il y a cette instrumentalisation par les organisations dites de la société civile, qui ne sont d'ailleurs que les phalanges des différents partis politiques. Effectivement, les 3 pays, les 2 ont des exemples, ont des cas similaires. Le Mali, le Burkina Faso, voilà. Mais la Guinée, effectivement, c'est un registre différent. Mais les 2 pays ont trouvé avec la Guinée un bon couloir. D'ailleurs, je pense que c'est l'article 10, à l'issue de la rencontre de Lomé, le point 10 qui parle des échanges commerciaux, qui parle de l'exploitation du port à travers le couloir guinéen. Alors, est-ce qu'il faut lire que le Burkina Faso d'ailleurs encourage la Guinée et le Mali encourage la Guinée à rester dans cette situation? Bon, pas qu'ils encouragent, c'est chaque État... Ils soutiennent. Bon, soutien oui, dans sa posture. Soutenir, ils sont dans des situations différentes. Vous savez que s'il y a un corps, je peux oser le dire, s'il y a un corps dans ce monde où il y a plus de solidarité, c'est au sein de l'armée. Ils ont un esprit de corps. Donc nous avons à la tête des militaires qui, si c'était des civils, le rapprochement peut être traîné difficile, mais les militaires, le rapprochement est facile et puis ils entre eux sur les perspectives et en termes, dans leur façon de voir nos États, dans leur façon de gérer, la façon de gérer des civils, des pouvoirs, etc. etc. Donc, en ce sens-là, bon, ils peuvent se donner aussi des conseils. Comme justement les présidents qui sont élus démocratiquement se retrouvent aussi et échangent pour se donner des conseils sur la gestion des États. C'est possible. Voilà, je ne vais pas dire que c'est certain, mais c'est une possibilité à ne pas exclure qui peut expliquer justement l'attitude des uns et parmi les 3, ça peut expliquer l'attitude de chacun. C'est possible. D'accord. En tout cas, merci. Merci à vous, Rodrigue Paulin Bonannée, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes maître de recherche en philosophie de l'éducation à l'Institut des sciences des sociétés du Centre national de la recherche scientifique et technologique. Vous êtes aussi, vous avez été conseiller des affaires étrangères, donc diplomate, et vous êtes chargé de cours relatifs aux questions internationales, relations internationales, droit et pratiques diplomatiques. Merci d'avoir été avec nous et pour éclairer notre antenne sur ce sommet extraordinaire CEDEAO tenu le week-end dernier à Addis Abeba. Merci aussi à vous, juge Bourouma, d'être resté avec nous. Le principe du tribunal de l'actualité, c'est bien de dire qu'il n'y a pas de solution absolue face à certaines situations. Se taire ou parler, ce n'est pas le plus important puisqu'il y a des silences qui sont coupables et des critiques qui sont faciles. Le plus important, c'est le poids des mots, qu'ils soient justes et que la critique objective, constructive pour notre nation. C'est ainsi que prend fin ce tribunal de l'actualité que j'ai eu plaisir à partager avec vous. On espère retrouver très prochainement le président habituel, tout le monde dit. Et d'ici là, portons-nous bien.